Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Pour les plus chanceux d'entre vous, c'est déjà les vacances, mais ce n'est pas une raison pour changer les bonnes habitudes. Grâce au reportage de vos télévisions locales, nous allons découvrir ce qui s'est passé en Lorraine ces derniers jours. Avec au sommaire aujourd'hui, le coup d'envoi à Forbach du procès fleuve de plusieurs centaines de mineurs du bassin houillé qui veulent voir reconnaître le préjudice d'anxiété suite à des expositions à des produits cancérigènes durant leur carrière. Gros plan sur le tournage d'un film documentaire en région sur le changement radical du paysage social. Retour sur la cérémonie de clôture du festival du film fantastique de Gérard May qui livrera les grands gagnants de cette année. Les métiers de la plasturgie recrutent, mais malgré des formations existantes, en Lorraine, il y a peu de candidats pour ces filières. Opération séduction au lycée Félix Meyer de Creutzwald. Le Carreau, la scène nationale de Forbach, nous a ouvert ses portes pour une visite guidée dans les coulisses de ce lieu d'exception. À Saunier-des-Vosges, le centre aqualudique Aquanova America fait déjà le bilan de sa première année avec enthousiasme. Et enfin, nous reviendrons sur le Trail blanc des Vosges, toujours aussi attractif, mais aussi physique. Et débutons cette émission avec la maraude sociale du CHRS de l'Union départementale des associations familiales qui va à la rencontre des personnes dans des situations extrêmement précaires. Avec le froid, la vigilance doit être augmentée depuis le 1er novembre 2014. Eh bien, on enregistre déjà 306 interventions dans le secteur de Sarreguemines, Bitche et de Forbach. Mosaïque TV a suivi une équipe au grand cœur lors d'une des tournées. Comme souvent, la visite se déroule dans un lieu manifestement à l'abandon. Célia, Eugénie et Mélanie ont pour mission de veiller aux conditions de vie des personnes qui s'y trouvent. Dans ces bâtiments, il n'y a pas même le minimum pour vivre, de l'eau et du chauffage. Ce groupe de 2 éducatrices spécialisées et une assistante sociale contrôle donc chaque endroit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est l'équipe mobile, on peut rentrer ? Dans une pièce, on retrouve plusieurs éléments laissant à penser qu'une ou plusieurs personnes ont pris refuge. L'équipe mobile marque toujours son passage. Sur le papier est inscrit leur contact, dans le cas où ces personnes se représentent. Ce jour-là, personne ne répond, mais c'est assez rare. En 2014, l'équipe mobile a rencontré 170 personnes, dont un tiers de femmes, et même une famille de 5 personnes. Quand un contact s'établit, elle leur propose un minimum d'aide, des couvertures, de la nourriture. L'idée étant de faire évoluer leur situation, une mission qui prend la forme d'un sacerdoce. Moi, c'est vraiment le rapport aux autres, pouvoir les aider, cet aspect aussi de relationnel. Donc c'est vraiment ces aspects-là qui m'ont vraiment attirée. Le fait d'être sur le terrain directement, on comprend vraiment les problématiques, on est vraiment au cœur de l'action et au cœur du métier. Depuis sa création en 2008, la maraude a constamment augmenté son nombre d'interventions. Ses partenaires comme le 115 ont pris l'habitude de la contacter. Depuis 2 ans, 2 travailleurs sociaux occupent des postes à temps plein et en CDI, été comme hiver. Du 1er novembre au 31 mars, ils reçoivent l'aide d'une 3e personne. La mission première de la maraude, c'est d'aller à la rencontre des gens qui sont à la rue et de vérifier le degré de danger que représente la rue pour ces personnes, leur proposer des mises à l'abri, si les gens le souhaitent, ou de veiller aux conditions de survie. Souvent les gens, les centres d'hébergement, ils n'aiment pas trop, parce que les centres d'hébergement, il y a des règles, et qui ne sont pas tout à fait OK pour respecter les règles imposées par les centres d'hébergement. Autre difficulté, le nombre de places en centre d'hébergement en Moselle. Il est fréquemment de 0. En cas de grand froid, les structures proposent donc un accueil d'appoint, voire sur chaise. Ce jour était attendu par beaucoup. Cette semaine, le coup d'envoi des audiences des plaidoiries du procès de mineurs du bassin houillé a été donné devant le Conseil des prud'hommes de Forbach. 860 retraités mineurs de charbon veulent faire reconnaître leur préjudice d'anxiété suite à des expositions à des produits cancérigènes durant leur carrière. Tous réclament une indemnité s'élevant à 30 000 €. Une soixantaine de dossiers ont déjà été instruits. Les audiences se poursuivront jusqu'au mois d'octobre. Un reportage signé Mirabel TV. C'est une bataille de longue haleine qui a démarré aujourd'hui au prud'homme de Forbach.
860 mineurs de charbon du bassin houillé tenteront de faire reconnaître les atteintes subites suite à des expositions à des produits hautement toxiques. Depuis le lancement de la procédure en mai 2013, 9 d'entre eux sont décédés, une quinzaine ont contracté des cancers, dont 2 étant reconnus d'origine professionnelle. Et leur démarche est novatrice dans le sens où elle demande réparation par rapport à une dizaine de substances cancérogènes, là où le préjudice d'anxiété n'a toujours été reconnu que pour les victimes de l'amiante. Nous allons, nous, tenter de démontrer devant le tribunal que si ces personnes ont été exposées à de la silice, à de l'amiante, à du trichloréthylène, à du formol, au benzène, c'est bien parce que les houillères n'ont pas respecté les règles de protection, n'ont pas respecté les règles de prévention, ont fraudé même les règles et n'ont pas donné les équipements nécessaires à la protection des salariés. C'est ça qu'on va essayer de démontrer. Donc nous l'avons déjà démontré devant d'autres tribunaux, donc là on va refaire notre démonstration pour bien montrer que les houillères n'ont pas respecté la sécurité et la prévention. Et de son côté, la partie adverse réfute toute responsabilité quant à l'exposition des mineurs à ces produits. Pour elle, leur espérance de vie n'est pas inférieure à celle de la classe ouvrière. Il sera montré cet après-midi que les mineurs ne meurent pas plus vite que les autres, que la longévité des mineurs est exactement comparable à celle du reste de la population ouvrière. Les mineurs meurent non pas parce qu'ils ont été mineurs, ils meurent parce que ce sont des hommes et que les hommes sont mortels. Les prud'hommes ne devraient rendre leur verdict qu'après examen de toutes les requêtes, soit pas avant fin 2015, début 2016, ou peut-être davantage selon les recours utilisés par le liquidateur. Le combat sera sans doute long, mais les mineurs ne lâcheront rien. C'est dans les gènes de notre métier. Quand on creuse une galerie, on est obligé d'avancer au rythme de la nature. On est obligé d'avancer, donc on met 10 ans pour aller chercher du charbon. Ben là, on mettra 10 ans pour obtenir gain de cause. Mais c'est sûr qu'on obtiendra un gain de cause. C'est sûr ça. On est certain de ça. Je vous propose de rester dans l'univers des mineurs avec Joseph Gordillo qui a reçu le prix du journaliste franco-allemand d'Arte en 2012 dans la catégorie multimédia. Eh bien, il est actuellement en région pour le tournage d'un film. Ce film documentaire de 52 minutes aura pour thème le changement du paysage social. Comprendre et analyser toutes les évolutions culturelles et économiques qui se sont traduites par un changement massif des bulletins dans les urnes. Eh bien, c'est l'exercice assez compliqué auquel s'est prêté ce réalisateur. Rencontre lors des prises de vue avec son équipe dans un bâtiment du site Explore Wendel à Petite-Rosselle en Moselle-Est avec TV8. Comment l'humanité a basculé d'un monde collectif, social et solidaire dans un monde isolé, individualiste et passif. Joseph Gordillo nous questionne sur le sujet dans un film documentaire de 52 minutes qu'il réalise dans le bassin houillé. On le répète, parce qu'on est là. En 15 ou 20 ans, tout le paysage social a basculé. Et peut-être qu'un film est nécessaire pour qu'on puisse se rendre compte du chemin parcouru. Si on regarde le résultat des urnes d'il y a 20 ans, ou le résultat des urnes aujourd'hui, on se rend bien compte, et je crois que chacun sait de quoi je veux parler, on se rend bien compte qu'on n'est plus du tout sur le même territoire. Tout a changé. Là, ça te va, ça? Moi, je trouve ça génial. Qu'est-ce qu'on pense? C'est beau, hein? Moi, j'aime bien. Magnifique. La rouille, le vide et l'abandon passent sous l'objectif du réalisateur. Brumaire Mine Charbon sera composé de photos saisies par Joseph au fond de la mine, aux côtés des gueules noires, et des prises de vue réalisées dans ce bâtiment abandonné du parc Explore Wendel. On peut imaginer les odeurs, on peut imaginer les bruits, on peut imaginer toute l'activité humaine qu'il y avait dans ce lieu, et cependant ils sont vides. On aurait pu faire ce film ailleurs, on aurait pu faire ce film dans d'autres bassins, à Ucange, on aurait pu faire ces films à Saint-Étienne, à Lyon, dans d'autres bassins. Mais celui-ci, il est vraiment intéressant parce qu'ici, il y avait une grosse activité humaine, une grosse activité sociale. C'était l'époque, et il n'y a pas si longtemps, il faut se rappeler, ça fait à peine 10 ou 15 ans, c'est pas vieux. Il y avait des syndicats qui étaient structurés, il y avait des luttes sociales. Il y avait des revendications et aujourd'hui on n'en est plus du tout là. Donc la mondialisation est passée par là et aujourd'hui on constate que les entreprises emploient, ce sont des petites entreprises qui emploient pas beaucoup de personnel, 10, 15 personnes et c'est très difficile aujourd'hui de faire entendre sa voix. Le lauréat du prix franco-allemand du journalisme d'Arte nous transportera cette fois dans le paysage de son enfance. Le passé social du bassin houillé sera diffusé sur grand et petit écran.
Toujours dans l'univers cinématographique, changeons par contre de style. Place au frisson avec la cérémonie de clôture du 22e festival du film fantastique de Gérard May. Cette année aura tenu toutes ses promesses. Vosges Télévisions nous propose de rencontrer les réalisateurs étrangers venus présenter leurs films en compétition. Les vainqueurs de cette année sont américains. Le Grand Prix a été décerné au film It Follows. Retour sur l'ambiance et les films de ce festival. C'est ainsi que se termine chaque édition du Festival international du film fantastique de Gérard May par la traditionnelle photo des membres du jury après la cérémonie de clôture et donc la lecture du palmarès. Mais avant de vous en livrer les détails, petit retour sur la programmation. 10 films en compétition, 5 nationalités représentées et un retour en force des productions nord-américaines. Une sélection de qualité et ce n'est pas toujours évident dans le cinéma de genre. On retiendra également la présence de nombreux réalisateurs venus à Gérard May présenter leurs films et partager leur passion pour le fantastique avec les festivals. C'est vraiment important, les films ont besoin des festivals pour survivre, sans eux ce serait vraiment plus difficile. Du coup on est vraiment honorés et flattés. En tant que réalisateur, vous trouverez toujours les réponses à vos questions dans ce genre de festival. Les gens n'hésitent pas à réagir, à crier. C'est le meilleur endroit pour présenter son film à un public. C'est une très belle expérience avec un public vraiment génial. D'habitude, vous savez, dans les festivals, les gens viennent consommer du cinéma sans montrer trop d'enthousiasme. Ici, en revanche, il y a vraiment une atmosphère particulière avec beaucoup de monde, même pour les séances du matin. Ils réagissent, se font entendre et sont eux vraiment enthousiastes. C'est assez extraordinaire pour nous. Je me souviens que lorsque j'étais petit, il y avait le logo du festival d'Avoriaz sur mes cassettes et j'ai toujours imaginé qu'il s'agissait d'un monde imaginaire. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'il y a un lien entre Avoriaz et Gérard May. Du coup, je suis sûr d'être au bon endroit. On comprend qu'ils sont tous ravis d'être là et que le festival Géromois gagne en notoriété au fil des éditions, mais présenter son film c'est bien, remporter un prix c'est encore mieux, même s'ils n'y pensent pas vraiment. Attention, petite leçon de modestie. Nous n'avons pas vu les autres films, mais ils doivent tous être vraiment bien parce qu'il y a toujours une sélection pointue ici. Donc quel que soit le vainqueur, il l'aura forcément mérité. Et la modestie paye, la qualité aussi d'ailleurs, puisque Goodnight Mommy remportera le prix du jury jeune et le prix Sci-Fi. Marjane Satrapi rafle 2 prix elle aussi pour The Voices, prix du public et du jury. Ex aequo avec Ex Machina d'Alex Garland, reste donc à décerner le Grand Prix 2015. Le Grand Prix va à David Robert Mitchell pour It Follows. It Follows, l'histoire d'une jeune fille confrontée à d'étranges visions et à la désagréable impression que quelqu'un ou quelque chose la suit en permanence. Cette production américaine recevra également le prix de la critique. Ce qui est intéressant, c'est que ce film représente un moment du cinéma américain qui voit la fusion, l'hybridation entre le cinéma indé américain, c'est-à-dire le cinéma d'auteur, et le cinéma de genre. Et donc, on peut dire que finalement, on a le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'on a le meilleur du genre et le meilleur du cinéma indé, c'est-à-dire la liberté, la jeunesse, l'invention, en dépit de toutes les contraintes de budget, etc. Donc, je pense que le festival cette année a été très représentatif de cette nouvelle façon de faire du fantastique à l'intérieur du cinéma indépendant. Après l'Australie en 2014, ce sont donc les États-Unis qui mettent la main sur le Grand Prix cette année. It Follows sortira en salle mercredi prochain. Dans quelques instants, les montagnes enneigées des Vosges nous offriront le plus beau des décors pour le 5e Trail Blanc qui annuellement attire des milliers de sportifs. Qui dit vacances, dit détente, mais aussi sport, l'occasion de faire le premier bilan du centre aqualudique Aquanova America de Saint-Dié-des-Vosges. Et puis côté culture, Forbach et TV Cristal seront fiers de nous présenter l'unique scène nationale en Moselle, le Carreau. Mais avant, parlons emploi avec le secteur de la plasturgie qui fait vivre plus de 12 000 personnes en Lorraine. Paradoxalement, la filière peine à recruter localement. Des formations existent pourtant. Le lycée Félix Meyer de Creutzwald propose des BTS, DUT et licences professionnelles. Formations et débouchés y ont été présentés cette semaine aux élèves de Moselle-Est et à Mirabel TV. De la matière plastique tout juste fondue, utilisée pour fabriquer un flacon. Ici, au lycée Félix Meyer de Creutzwald, le plastique est étudié sous toutes ses formes.
Et aujourd'hui, professeurs et élèves font la promotion des différentes formations en plasturgie une fois le bac en poche. Un secteur dynamique ici en Moselle-Est. La Lorraine est d'ailleurs classée au 4e rang des régions françaises pour son industrie plasturgique. Pour autant, la filière peine à recruter, malgré des débouchés, semble-t-il, assurés. Comme tout métier de l'industrie, effectivement, ce sont des métiers qui n'attirent pas, parce qu'on arrive en terminale avec des préjugés, et c'est ce qu'on essaye de casser aujourd'hui. On essaie de montrer que le plastique, c'est le matériau de demain. Au sein de cette filière, on peut rapidement trouver un métier. Avec un bac pro, on a quasiment, si on travaille normalement, on a quasiment 100% de chances de trouver un travail, car aujourd'hui, les entreprises recrutent davantage que nous, on est capable de fournir de jeunes. Aujourd'hui, près de 250 élèves de première et terminale de Moselle-Est découvrent différentes approches de l'étude de la plasturgie. Le but, susciter des vocations, comme ça a été le cas pour Kevin et Johan, étudiants en première année de BTS Europlastique. Je viens d'un bac technologique, j'ai fait STI. À la base, je voulais devenir tourneur-fraiseur, mais du coup, je me suis tourné plus vers la plasturgie, justement à cause des débouchés, de l'innovation, tout ça. Et donc j'ai eu la chance d'avoir un contrat en alternance. Donc du coup, moi je suis 2 semaines en cours et 2 semaines en entreprise au Luxembourg. Pourquoi pas continuer pour être professeur dans ma matière, pour enseigner ce qu'on m'a enseigné, pour perpétuer en fait cette lignée de plasturgistes en Lorraine. Des métiers plutôt qu'un simple diplôme. Dans ces formations, les travaux pratiques, les projets industriels sont ajustés aux besoins des entreprises locales. Cela semble fonctionner. De nombreux jeunes sont même sollicités par les entreprises allemandes et luxembourgeoises à l'issue de leur formation. La culture trouve toujours sa place dans cette émission Une semaine en Lorraine et aujourd'hui ne fait pas exception avec la présentation de l'unique scène nationale en Moselle. Elle se situe à Forbach. Forte de sa position transfrontalière, cette scène rayonne au-delà de la frontière franco-allemande. L'équipe du Carreau a reçu les caméras de TV Cristal pour nous dévoiler ses coulisses, nous parler de ses actions culturelles mais aussi de ses projets. Le Carreau est né en 1996 suite à la fermeture de l'ACBHL, l'action culturelle du bassin houiller lorrain. Cette dernière avait été inaugurée en 1972. Le Carreau a repris une partie de ses crédits, changeant par là même de label pour devenir scène nationale. Alors une scène nationale, c'est être un des équipements qui fait partie d'un réseau de 73 équipements en France. Donc c'est un réseau qui existe depuis les années 70 et les scènes nationales sont presque une par département, pas plus, rarement plus, une par département et donc il n'y en a pas d'autres en Moselle. Le Carreau possède l'une des plus grandes salles de Lorraine. La salle Bertolt Brecht peut accueillir 665 spectateurs. L'établissement compte 10 permanents, renforcés par des intermittents lorsque cela est nécessaire. Situé dans un territoire bilingue, voire trilingue si l'on prend en compte le dialecte, le rayonnement du Carreau ne s'arrête pas à la frontière franco-allemande. On est dans un eurodistrict transfrontalier qui rassemble environ 700 000 habitants. Donc c'est important quand même de prendre cette dimension en compte. On doit mettre ça en œuvre pour que la plupart des habitants puissent avoir accès, avec leur langue natale, au spectacle vivant et aux actions qu'on mène. Donc ça veut dire tout surtitrer, faciliter les passages de la frontière, avoir des actions de l'autre côté de la frontière, c'est le cas du festival Loustic. Donc on a vraiment des actions à l'intérieur des murs ici du centre d'animation culturelle, mais aussi à l'extérieur. Donc voilà, être transfrontalier, c'est à la fois sortir de Forbach et aller en Allemagne et faire circuler les habitants pour leur proposer des actions. Le Carreau compte de nombreux partenaires, qu'ils soient permanents, réguliers ou ponctuels. Néanmoins, il ne se repose pas sur ses acquis. Les projets sont encore nombreux. Selon le directeur du Carreau, la culture est garante de la survie du bassin houiller lorrain. On sent bien qu'aujourd'hui, il faut qu'on reconstruise un avenir avec une population qui cherche son avenir. Et je pense que la culture, l'éducation doivent aujourd'hui retravailler ensemble, que ce soit l'éducation nationale, mais aussi l'animation socioculturelle. On a vraiment un grand projet de reconstruction d'un avenir ici, parce qu'on sait bien qu'on ne va pas réchauffer le passé, ni ce qui a fait sa grandeur. Il faut qu'on réinvente un avenir pour la jeunesse, et ça me semble être un enjeu dans les 3 ans qui viennent, qui va être déterminant pour qu'il y ait encore des habitants en 2020 dans ce secteur. Il faut leur donner un avenir.
Et plongeons maintenant dans l'univers aquatique du centre aqualudique Aquanova America dans les Vosges qui fait déjà son premier bilan de sa première année. Les sourires sont sur tous les visages, sur ceux des membres pour commencer, très satisfaits par les infrastructures, mais surtout sur ceux des dirigeants qui ont pu constater que les objectifs de fréquentation ont été dépassés. 161 000 entrées pour les 11 premiers mois de fonctionnement. D'ailleurs, profitons nous aussi des vacances scolaires pour faire un peu d'exercice et quelques brasses avec Vosges Télévisions. Bilan après un an de fonctionnement, ce matin-là, ils sont venus accompagner leurs enfants, profiter des espaces aquatiques, d'autres se rendent aux cours de fitness sans oublier la plaine de jeux. À Saint-Dié-des-Vosges, Aquanova America semble séduire habitués et visiteurs d'un jour. J'ai l'habitude d'aller autre part, mais ça a l'air d'être un complexe qui est mignon, qui est bien. On est dans un club de triathlon, donc on vient s'entraîner ici régulièrement. Il y a un petit peu plus de lignes d'eau et c'est vrai que là on peut venir 4 fois par semaine, donc voilà, c'est bien, très bien. Moi je viens pour la diversité des choix, les cours et puis l'esprit. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance et on est très bien reçus. Le centre aqualudique a pris sa vitesse de croisière et dépassé ses objectifs avec plus de 160 000 entrées pour les 11 premiers mois de fonctionnement. Aquanova America offre une diversité d'animations et de formules d'abonnement, mais aussi des événementiels, des soirées à thème chaque mois. Notre choix, c'est d'être dans une offre forme et bien-être, c'est-à-dire je trouve donc soit ma remise en forme, soit mon côté bien-être par des services ou par des activités. On a des saunas, des hammams où les gens viennent se détendre ici à Aquanova. Voir des innovations, récemment de l'aquafusion, des choses comme l'aquabike où on est vraiment dans l'innovation. Aquanova semble avoir fini de faire des vagues. Le nouveau maire ne veut pas polémiquer sur le financement choisi par son prédécesseur, un partenariat public-privé. L'exploitant Espace Récréa et son copartenaire Dalkia pour le traitement de l'eau et l'air gèrent les lieux pour 25 ans. Aquanova coûte à la ville 1 800 000 € chaque année, dont 400 000 pris par la communauté de communes de Saint-Dié, avec des plages réservées aux scolaires, 10% de la fréquentation et des tarifs préférentiels pour les habitants. 60% des abonnés viennent de la Comcom. Aquanova remplit sa mission de service public. On s'est bien rendu compte que cet équipement, c'est vrai, attirait beaucoup de personnes à Saint-Dié-des-Vosges. C'était un vrai élément d'attractivité pour le territoire. Et puis, c'est vrai que la communauté de communes, à la suite de cette ouverture, a accepté de prendre sa part dans le financement de cet équipement. À Saint-Dié-des-Vosges, Aquanova a pris ses marques dans un quartier dédié au sport et loisirs où, à horizon 2016, un cinéma multiplex pourrait ouvrir. Les Vosges, stars de cette semaine, parallèlement au festival du film fantastique de Gérard May, le Trail Blanc des Vosges s'est tenu comme tous les ans dans notre région, faisant la joie de plus de 2000 coureurs. Cette 5e édition s'est déroulée sur les domaines alpins de la station du Rouge Gazon. Les concurrents, les professionnels ou amateurs venant de tout pays ont pu d'abord effectuer une première marche nocturne de 5 km avant de se lancer dans l'épreuve phare de 17 km à travers les pistes nordiques. Le grand gagnant de cette année n'est autre que le Strasbourgeois Samir Bahala, déjà finaliste de l'an dernier. Il s'offre un doublé inédit. Retour sur cet événement signé Maïlorène. C'est la 5e édition du Trail Blanc des Vosges cette année et on est vraiment ravis puisqu'on a énormément de coureurs. On réunit 2000 coureurs sur les 2 cours. On explique ce succès tout simplement parce que je crois que les gens ont envie de courir différemment. Déjà, il y a un afflux évidemment sur les trails en France depuis plusieurs années, mais là il y a la neige en plus, donc forcément ça apporte un élément nouveau. On va voir ce que ça donne. 17 km avec 700 mètres de dénivelé, donc c'est la première fois dans la neige, donc on va voir ce que ça donne. C'est surtout la neige qui risque de poser problème parce qu'on va s'enfoncer, c'est assez physique du coup. C'est aussi un peu pour ça qu'on est là, je pense. Ouais. La difficulté et le plaisir aussi de voir du monde, voilà, faire autre chose au niveau course. Non, ça va, non, 17 km, ça devrait aller. Après, il y a des petits moments difficiles, mais après, une fois que ça descend, une fois que c'est ce bac-là, c'est beaucoup plus facile. On oublie les douleurs pendant la montée.
Aujourd'hui, avec toute la neige qui est tombée, on a quand même plus d'1,50 m de neige fraîche en haut. Donc même avec la dameuse, forcément les coureurs vont s'enfoncer. Donc courir dans la neige, ça va vraiment être une aventure. Ça va être encore plus difficile que les années passées, puisqu'on va forcément s'enfoncer un petit peu dans la neige fraîche. Donc ça va être sportif. Déjà on allait au bout, donc c'est déjà pas mal. On est déjà content pour ça. Un peu frustré de ne pas avoir pu courir plus tellement il y avait de neige avec la poudreuse. C'était super dur de courir. C'est très physique. C'est pas de la course, c'est entre la rando et la course. Ouais, c'est balèze, hein. Franchement, faut le faire, au moins une fois. Froidement. Non, le parcours sympa, mais c'est vrai que les 20 cm de neige, on a bien galéré, mais très sympa quand même. Déjà, c'est courir dans la neige, c'est quand même super atypique, c'est une autre forme de course. Et puis, on est en pleine nature, il y a une super bonne ambiance, c'est une course et en même temps, c'est pas hyper compétitif, donc on est, voilà, c'est bon enfant et on se dépasse, quoi, tous ensemble. Et voilà, une semaine en Lorraine, c'est déjà terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je souhaite de passer aux chanceux de très très bonnes vacances et surtout, soyez prudents sur les pistes.